De 1944 à 1970, le mouvement Richelieu progresse au rythme de l'après-guerre et de la Révolution tranquille qui s'opère au Québec en particulier, mais aussi dans le Canada francophone. Puis, tout s'accélère. Les mentalités évoluent et nous assistons à des changements majeurs un peu partout à travers le monde. Une grande effervescence envahit les Canadiens, particulièrement les francophones, car Montréal doit recevoir les gens de partout lors de l'Expo 67 et quelques années plus tard, lors des Jeux olympiques d'été de 1976. Pour ce faire, la ville se transforme. Elle allonge son autoroute. Elle creuse un métro et va même jusqu'à créer de toutes pièces une île artificielle, l'île Notre-Dame. Avec toute cette effervescence, les francophones canadiens s'émancipent de plus en plus. Ils participent à l'élaboration de grands projets culturels, sportifs, mais aussi ils sont des joueurs importants dans le monde des affaires. L'accès aux études supérieures leur a permis de développer des expertises, particulièrement en hydroélectricité, avec entre autres le barrage Manic 5. Le sentiment d'infériorité jusqu'alors très répandu chez les francophones se modifie au gré des résultats de la part des Canadiens français, et ce, dans tous les domaines. Ce sentiment d'infériorité fait alors place à la fierté et à la réflexion qui veut que nous, Canadiens français, sommes en mesure de réussir et de nous épanouir au même titre que tous les autres peuples de la Terre, que nous sommes leurs égaux et non un peuple inférieur. Il en va de même pour la Société Richelieu. Suite à l'arrivée d'un club de la France dans nos rangs et aux demandes qui nous parviennent d'un peu partout, la refonte deviendra nécessaire, voire obligatoire. La Société Richelieu modifie sa structure et ses règlements et devient le Richelieu International en 1971. Elle profitera du changement de désignation pour modifier aussi son logo. À partir de ce changement, une multitude d'autres clubs Richelieu s'ajouteront au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Le mouvement traversera même la Méditerranée pour se trouver en Afrique et comme premier pays, le Sénégal. À la fin des années 70, les premiers clubs antillais verront aussi le jour et se multiplieront jusqu'en 1991. Ainsi, 8 clubs ont vu le jour en Guadeloupe, 2 en Martinique et 1 en Guyane. L'objectif des fondateurs qui visait l'épanouissement des Canadiens français est à tout jamais changé pour englober maintenant toute la francophonie. La vision, la clientèle et les objectifs restent les mêmes. Cependant, cette fois, l'épanouissement des membres et l'aide à la jeunesse se fera à l'échelle mondiale, mais toujours en francophonie. Dès lors, les limites, qu'elles soient territoriales ou autres, sautent les unes après les autres. En 1977, les autorités fédérales remettent au président du Richelieu International de l'époque, Pierre Quabillon, les lettres patentes de la Fondation Richelieu International. La Fondation voit le jour après plus de 10 ans de réflexion et de discussion émanant d'un vœu de l'Assemblée présenté par le Club Richelieu Trois-Rivières au Congrès de 1966. Le projet visait à doter le Richelieu International d'une entité distincte pouvant mettre en place une source de financement majeure pour les projets d'envergure. Au tournant des années 80, une seule limite n'est toujours pas franchie, mais s'apprête à l'être, la venue des clubs Richelieu féminins. Bien sûr, les archives témoignent de l'arrivée au sein du mouvement Richelieu d'une première femme à Vancouver en 1973. Cette dernière fait office non seulement de pionnière, mais d'exception. Une autre page de l'histoire du Richelieu est ainsi tournée.